Vous regardez New York Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Une enquête pour vol en bande organisée au profit d'une puissance étrangère a été ouverte à Paris, en France, après une supposée disparition d'uranium sur un site minier au Niger, anciennement exploité par un groupe français. Après la nationalisation du site de la Somaïra en juin, les autorités nigériennes avaient annoncé la mise sur le marché international de l'uranium produit à Arlit. Et fin novembre, le groupe Orano a indiqué qu'un chargement d'uranium avait effectivement quitté le site. On en parle dans ce numéro de l'invité avec Didier Noureddin Alou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, merci pour votre invitation. Merci de nous rejoindre d'abord. Quel est l'historique de l'évolution de ce secteur au Niger ? Bon, avant de bien comprendre ce qui se passe sur ce dossier où la France a porté plainte au parquet de Paris contre le Niger, sur l'uranium du Niger en plus, il faut rappeler certains faits historiques. La première, il faut savoir que le Niger fait partie des 10 premiers producteurs mondiaux d'uranium. Et en plus de ça, son uranium est un uranium de qualité, qui est très recherché et très prisé aussi. Ensuite, la France exploite l'uranium du Niger depuis 1968, c'est-à-dire bientôt 60 ans, pour être précis, 57 ans aujourd'hui. Ensuite, il faut rappeler que Orano, c'est la nouvelle appellation de Areva. Areva a changé de nom depuis 2018. Et Orano, c'est une société française qui est positionnée comme un leader mondial et qui est chargée du cycle du combustible nucléaire, et couvrant l'extraction de l'uranium, son traitement, son enrichissement et le recyclage des déchets toxiques et des déchets radioactifs. Donc, cette société exploite l'uranium du Niger depuis, je l'ai rappelé, près de 60 ans. Mais la France n'est pas le seul partenaire du Niger en matière d'uranium. Il y a également la Chine, il y a également le Canada et je pense qu'il y a aussi une autre mine qui est exploitée par d'autres nationalités. Et donc, il faut également noter que historiquement, la France achète l'uranium du Niger à un prix conventionnel, c'est-à-dire que c'est une entente entre les différents gouvernements successifs, gouvernements contrôlés justement sous l'influence de la France, bien sûr. La France est arrivée même dans des années antérieures à acheter l'uranium du Niger à 2500, 3000 francs, 4000, voire 5000 francs le kilogramme. C'est déjà arrivé de par le passé. Mais jusqu'en 2020, la France achetait l'uranium du Niger au prix conventionnel, si vous voulez, qui ne respecte pas le prix international, de 68 € le kilogramme. 68 € le kilogramme, ça fait dans quoi? Ça fait dans l'ordre de 44 000 francs, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, une société russe achète l'uranium au Niger au prix de 100 000 francs CFA, à peu près, par kilogramme. Mais depuis la nationalisation. Depuis la nationalisation intervenue en 2025. Mais en clair, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsque le CNSP a renversé le président Bazoum, on était le 26 juillet 2023, le Niger n'avait pas automatiquement demandé à la France de partir. Le Niger a juste dit on va parcourir les accords économiques, y compris les accords miniers, qui lient notre pays, pas seulement à la France, mais à d'autres partenaires également. Parce que le Niger, rappelez-vous, se sentait complètement lésé dans l'exploitation de ses ressources. Pendant que des gens venaient prendre l'uranium et les ressources minières du Niger et allaient développer chez eux, le Niger, lui, vous le savez, est classé régulièrement par les Nations Unies comme étant l'un des pays les plus pauvres parlant d'indice humain de développement. Donc les nouvelles autorités militaires du Niger ont décidé de rétablir cette balance commerciale et de permettre au Niger de mieux profiter donc de son uranium. Et c'est à partir de ce moment justement que les Français ont déconnecté totalement la mine de la Cominac et sont partis. Et donc à partir de ce moment, mais le Niger et en plus la France a manœuvré au niveau de la CEDEAO, de la Banque mondiale, du FMI pour étouffer économiquement le Niger. Mais le Niger dispose des ressources naturelles telles que l'uranium qui est recherché par d'autres partenaires. Et donc à partir de ce moment, le Niger a décidé
de nationaliser donc sa mine qui était en exploitation par la France. Et donc la nationalisation suppose la reprise en main par l'État du Niger et de son uranium. Et la suite de l'événement, donc des événements, pardon, c'est donc cette plainte déposée auprès du parquet de Paris contre le Niger, et donc du gouvernement, contre le gouvernement du Niger, mais parmi les faits historiques que vous avez cités, il faudrait quand même souligner ce scandale en 2023-24 lié à la mauvaise gestion des déchets sur le site d'exploitation. Oui, ça, c'est l'un des épisodes en fait de ce théâtre-là. Et en réalité, ce qui s'est passé, il faut reconnaître, il y a eu cette affaire de mauvaise gestion des déchets, mais aussi que la France a toujours l'habitude dans les pays où elle n'est plus la bienvenue, où elle est déclarée, si vous voulez, entre guillemets, puissance non grata, elle a l'habitude d'adopter ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Rappelez-vous, ça, c'est la France, elle est carrément coutumière de ces fêtes. Rappelez-vous, sous Sékou Touré en Guinée, comment la France a fait. Rappelez-vous également au Cameroun, entre 1955 et 1971, comment la France a fait raser des écoles, fait évacuer du bétail, etc. Rappelez-vous de la guerre d'Algérie entre 54 et 62. Vous avez vu quel a été le comportement de la France. Et puis, on se souvient de Madagascar en 1947 et 1949. Donc, les faits, c'est une habitude de la France. Quand vous la chassez de quelque part, elle sème le trouble et elle s'inscrit dans une politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'après elle ne voudrait plus du tout que les gens profitent de rien du tout. Or, ici, observez très bien que la mine d'uranium appartient au Niger. Comment peut-on aller porter plainte dans son propre pays, c'est-à-dire en France, contre le Niger, à propos des mines qui appartiennent à l'État du Niger, aux enfants du Niger, en France? C'est tout simplement scandaleux. Officiellement, à Niamey, les autorités nigériennes doivent honorer donc une commande russe, mais la France parle de disparition de la matière, donc de l'uranium. Que révèlent les enquêtes ouvertes donc au niveau de Paris? Non. La France essaie d'organiser une tempête dans un verre d'eau. En réalité, il n'en est absolument rien du tout. Et je vous ai dit tout à l'heure que lorsque le CNSP a pris les commandes, les rênes de la République du Niger, et le CNSP n'a pas demandé automatiquement à la France de partir. Il a été plutôt question que les accords soient revus, parce que la balance commerciale, elle est vraiment déséquilibrée. Et la France achetait l'uranium, comme je vous l'ai dit, au prix de 5 000 francs CFA, 44 000 francs. Alors que le Niger a besoin d'argent dans le contexte de sanctions. Il faut que le Niger continue à financer d'abord la lutte antiterroriste, à payer les salaires et à développer le pays. Et face à cette urgence de besoin d'argent, le Niger a tout fait. D'abord, la France est partie en bloquant la mine, c'est-à-dire en déconnectant la mine. Mais le Niger, avec ses propres techniciens et ses nouveaux partenaires, ont tout fait pour redémarrer la production. Justement, et quand la production est redémarrée, le Niger a trouvé enfin des acheteurs, notamment russes, qui ont décidé d'acheter. Oui. Au Niger, sur le sol nigérien. Oui. Mais pourquoi la justice française se saisit-elle de cette affaire? Mais la saisine de la justice française, ça signifie simplement que la France est désespérée et que la France n'a plus aucun moyen de pression en Afrique sur donc, le Niger. C'est ce que ça signifie. Et c'est la preuve palpable que le Niger a repris main sur son uranium. Et vous savez que les pays de l'AES, depuis un certain temps, ont pris sur eux la responsabilité d'aller vers une souveraineté, pas seulement politique, mais aussi en ce qui concerne leurs ressources minières. Et c'est la preuve qu'effectivement, le Niger a repris en main ses ressources. Et l'enquête évoque donc un vol en bande organisée au profit d'une puissance étrangère. La sortie d'un chargement d'uranium fin novembre était-elle autorisée et tracée par les autorités du Niger?
Non, mais bien sûr, c'est une opération qui est complètement menée par le gouvernement du Niger. Et le Niger a eu la technicité nécessaire qu'il faut pour redémarrer la mine et pour également trouver d'autres partenaires. Et vous avez vu le prix auquel le nouveau partenaire achète l'uranium, un prix qui avoisine les 100 000 francs par kilo, contrairement à la France, à celui de la France qui n'atteignait même pas, disons, 45 000 francs. Donc, nous sommes dans une situation où l'uranium appartient au Niger et cet uranium, la France en a vraiment, vraiment besoin dans un contexte où la guerre en Ukraine a révélé effectivement que, et aussi le rapprochement de Donald Trump de la Russie, les Européens ont compris qu'il faut se réarmer. Et comment se réarmer, comment fabriquer des bombes, des munitions aujourd'hui sans l'uranium? Voilà pourquoi la France a effectivement besoin de cet uranium. Et face à son impuissance et à sa perte d'influence dans la région, et la France a trouvé juste cette parade pour organiser comme je l'ai dit, cette tempête d'eau dans un verre d'eau qui n'ira absolument nulle part. Donc c'est sans effet sur la nouvelle dynamique qui est en cours au Niger et dans l'AES. Une autre question peut-être d'ordre encore technique, la nationalisation de la Somaïr s'est opérée donc en juin dernier, on s'en souvient, mais cette mutation a-t-elle selon vous modifié les règles de contrôle de sécurité ou de propriété de l'uranium extrait au Niger? Non, aujourd'hui le yellow cake, car c'est de ça qu'il s'agit. Le yellow cake, c'est l'autre appellation de l'uranium enrichi. Aujourd'hui, le Niger dispose complètement de la technicité et de l'expertise qu'il faut à partir de l'extraction, de sa manipulation, de son empotage, jusqu'à son transport logistique. D'ailleurs, tout sur la chaîne, en dehors du partenaire qui est russe aujourd'hui et qui a un navire même qui est accosté à Lomé et qui prend cet uranium, qui achète, qui transporte cet uranium jusqu'en Russie. Et donc aujourd'hui, le Niger dispose de toutes les technicités qu'il faut. Et il n'y a aucun risque absolument de radioactivité qui pourrait mettre le pays ou les pays ou les villages par lesquels transitent ou est transporté. Absolument, que ce soit de l'extraction jusqu'au transport logistique et à l'embarquement au port de Lomé, il n'y a vraiment pas de problème. Donc la France essaie de faire croire simplement qu'il y a danger en la matière, mais en réalité, il n'en est absolument rien. Le Niger n'a rien volé à la France du tout. C'est la France, au contraire, qui pendant tout ce temps achetait l'uranium du Niger. Et même la route qui est nommée la route de l'uranium, la route qui mène vers la mine en question, elle est aujourd'hui dans un état complètement délabré. J'ai eu l'occasion moi-même de visiter cette route et j'ai vu dans quel état cette route a été laissée par la France et que pendant tout ce temps, la France et les puissances occidentales qualifiait le Niger de pays pauvre et venait tout simplement ramasser presque gratuitement cet uranium pour aller faire du nucléaire civil et même militaire chez eux. Et puis, je crois que ce qui a fondamentalement créé cette brouille-là entre le Niger et la France, c'est c'est la chute du président Bazoum. Eh bien justement, la question c'était de savoir, d'après vos analyses, Didier Alaoui, dans quelle mesure ce dossier illustre-t-il le bras de fer économique et politique entre le Niger et la France? Oui, au cœur de ce bras de fer politique, il y a la chute brutale du président Mohamed Bazoum. Parce qu'en réalité, le président Mohamed Bazoum sauvegardait correctement les intérêts de la France, surtout en ce qui concerne cet uranium-là. Parce que rappelez-vous, dans l'une de ses prises de parole, le président Bazoum avait déclaré publiquement, sans gêne, que la France achetait cet uranium au Niger presque par pitié, si vous voulez. Et ce qui est une déclaration très grave venant du premier dirigeant du Niger. Vous comprenez que le président Bazoum mérite très bien ce qui lui est arrivé. Parce que si effectivement cette France achetait cet uranium-là par pitié, aujourd'hui que le Niger a repris, a nationalisé ces minerais, pourquoi est-ce que la France porte plainte si réellement elle achetait ces minerais par pitié, comme l'avait fait croire le président Bazoum? Donc au cœur de ce bras de fer politique
figure la chute d'un homme qui garantissait, n'est-ce pas, les intérêts de la France. Et puisqu'aujourd'hui, la France n'a plus d'influence sur les nouvelles autorités du Niger, eh bien, elle est désespérée et elle n'a pas trouvé mieux que cet épisode qui illustre à suffisance sa perte brusque d'influence dans la région. Dans les intérêts de l'économie nigérienne, quels sont les avantages justement de ce changement de statut de cette mine d'exploitation de l'uranium? Mais absolument. D'abord, une fois que la mine elle est nationalisée, ça veut dire que désormais, le Niger détient 100% donc, des actions. Alors qu'avant, la France, à travers Orano, détenait, je crois, 63-64% de ce chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, la France ne fait plus partie. Donc le Niger, en plus d'avoir nationalisé cette mine, a trouvé également un partenaire qui achète cet uranium à un très bon prix. Et aujourd'hui, la logistique, la société qui est chargée de la logistique et du transport de cet uranium, c'est une société purement nigérienne, une société privée nigérienne qui s'appelle BM Trans et qui est reconnue comme une société qui maîtrise donc le transport et la logistique autour de cette mine, de ce transport de cette matière radioactive très importante aujourd'hui. Et peut-on parler d'un affaiblissement, selon vous, hein, de l'influence française au Niger, voire de façon plus large dans l'espace AES à travers cette affaire? En tout cas, les dirigeants de l'AES sont dans une dynamique pas seulement de nationalisation, pas seulement de se retirer de la domination de l'influence française. Je crois que la décolonisation qui est en cours aujourd'hui dans l'AES touche plusieurs domaines. Le domaine politique, bien sûr, le domaine économique, mais aussi le domaine culturel. Parce que vous ne perdez quand même pas de vue qu'aujourd'hui, les pays de l'AES se sont retirés de la francophonie, qui est l'autre instrument de la France pour exercer sa domination, et pas seulement politique, mais également culturelle, à mettre des astuces pour que les Africains, en tout cas les pays francophones, continuent par parler, à réfléchir en français. Aujourd'hui, je crois que ces trois pays ont mis dans leur charte de refondation que le français n'est plus leur langue officielle. Donc les langues officielles sont connues, c'est des langues nationales de ces pays-là. Je crois que du point de vue politique, c'est un symbole. C'est un symbole. Eh bien, pour que le français, avec le temps, disparaisse complètement, ça va mettre du temps, mais au moins, la symbolique, elle est bien présente. Non, mais le français reste la langue de travail. Absolument, ça reste la langue de travail, mais le fait de mettre dans la charte de transition que le français n'est plus la langue officielle, c'est déjà un symbole. Donc, pour dire simplement que ces pays ne sont plus aujourd'hui dans la dynamique de retrait tout simplement de l'influence française, mais sont dans la dynamique de donner un contenu réel économiquement, y compris sur la responsabilité des pays sur leurs ressources naturelles. Pour l'heure, le dossier parle toujours de disparition donc, de l'uranium, mais quels sont les risques en matière de sécurité internationale que poserait cette supposée disparition de cette matière, le yellow cake? Non, il n'y a pas de risque. Et puis, je pense qu'il faut qu'on corrige aussi notre narratif et notre manière de désigner les choses. Il n'y a pas de disparition, il n'y a pas de vol. C'est le Niger, l'uranium appartient au Niger. Et le Niger, la France ramassait cet uranium-là presque cadeau. Aujourd'hui que les relations politiques ne sont plus au beau-fixe entre les deux pays, le Niger a décidé de trouver d'autres partenaires. Une société russe aujourd'hui achète le prix du kilo d'uranium au Niger au prix de 100 000 francs par rapport à la France qui proposait tout simplement 5 000, 10 000, voire 40 000. Donc, cette procédure judiciaire ouverte en France, non, cette procédure... quelle est la réaction de Niamey? Non, mais est-ce que vous avez vu le pouvoir de Niamey répondre à la France? Il n'y a pas de... si vous voulez... C'est de nul et de nul effet. Comment interprétez-vous alors ces réserves observées par les autorités nigériennes dans cette affaire? Mais justement, les autorités nigériennes ont compris que la France veut les distraire et les détourner mais peut-être pas les populations qui attendent justement d'être éclairées dans le dossier. Non, justement, aujourd'hui, les populations du Sahel ont compris. Les populations de l'AES ont compris très bien et supportent
les décisions prises, les décisions de souveraineté prises sur les ressources du pays. Donc il n'y a vraiment pas de problème en la matière. Les citoyens, les populations comprennent très bien les enjeux et ça fait partie de leurs aspirations profondes. Donc le CNSP, le gouvernement du Niger et plus généralement les gouvernements de l'AES ne font que ce que désire la population, contrairement à ce que beaucoup d'autres pouvoirs politiques, civils avaient eu à faire de par le passé en permettant à la France et à son Orano et avant à son Areva de venir tout simplement ramasser l'uranium du Niger pour aller éclairer et faire de l'uranium militaire alors que tout le temps le pays est taxé de pays plus pauvres. Donc c'est ce genre de comportement que tous les dirigeants africains doivent avoir aujourd'hui, à savoir d'exercer une souveraineté réelle sur les mines de leur pays. Et je crois qu'en cette matière, l'AES et les dirigeants ont montré la voie à suivre désormais pour tous les Africains. Et en attendant, du côté du parquet de Paris, l'enquête est ouverte, mais cette enquête peut-elle avoir des conséquences encore diplomatiques entre les relations, sur les relations entre Paris et Niamey, relations déjà marquées par de fortes tensions? Non, et c'est nul et de nul effet. Cette assignation à la justice ne va absolument rien donner. Comment la France compte obtenir réparation de quoi que ce soit? La mine est Arlit, c'est une mine nigérienne et aujourd'hui c'est la sécurité nigérienne qui sécurise cette mine et même la chaîne de production aujourd'hui elle est complètement maîtrisée par les nationaux et leurs nouveaux partenaires. Donc je vois très mal comment la France peut avoir un quelconque droit sur ces 1300 tonnes d'uranium et sur ce yellow cake là qui est dénoncé aujourd'hui. Donc encore une fois c'est une tempête dans un verre d'eau, ça ne produira absolument rien du tout. Mais selon vous, quel est le rôle exact du groupe Orano dans ce dossier? Oui, c'est à travers ce groupe-là que aujourd'hui la France est en train de porter plainte. Donc c'est ce groupe-là qui est pourtant, il faut le rappeler, un leader en matière de traitement, d'exploitation de minerais d'uranium, sans que la France elle-même ne soit producteur, sans que la France ne détienne d'uranium sur son territoire. Donc aujourd'hui, ce groupe est complètement en perte de vitesse, y compris la France, le gouvernement français lui-même. Depuis que les pays de l'AES ont repris leurs minerais, leurs ressources naturelles en main, vous avez vu ce qui se passe de l'autre côté de la France. Et si on entrait dans une logique où tous les pays francophones d'Afrique les chefs d'État devraient travailler à la souveraineté économique réelle de leur pays. Au regard de l'AES, selon vous, cette affaire marque-t-elle un tournant durable dans la gestion des ressources stratégiques africaines face à l'ancien colon? Oui, mais bien sûr, ça traduit que la France n'a pas seulement perdu pied politiquement, ça traduit également que la France, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, a perdu pied économiquement en Afrique, en tout cas pour ce qui concerne les pays de l'AES. Peut-être pas seulement aussi uniquement la France, parce qu'il y a eu d'autres colonisateurs également. Non, aujourd'hui, les pays de l'AES sont dans une dynamique de renégocier tous les accords, pratiquement avec justement tous les partenaires. Et vous avez vu ce que le Niger a fait avec sa raffinerie de Zender. Et une fois que les Chinois, qui pourtant sont des bons partenaires du Niger, n'étaient pas en train de faire les choses correctement, la Chine a été rappelée à l'ordre. Donc aujourd'hui, les chefs d'État de l'AES sont complètement décomplexés. L'AES aujourd'hui est totalement décomplexée. Elle va là où il faut chercher les ressources nécessaires, les partenariats nécessaires pour son pays, mais aujourd'hui, pour ces pays, mais aujourd'hui, si vous voulez travailler avec l'AES, vous êtes obligé de vous conformer à leur règlement, à eux. Et c'est déjà ça, l'exercice de la souveraineté tant recherché par les populations. L'actualité oblige Didier Alaoune. Nous allons donc parler de cette rencontre qui s'est ouverte ce matin, même à Bamako, au Mali, où les 3 chefs d'État de l'AES se retrouvent. Oui, tout à fait. C'est
c'est la deuxième fois. Et donc l'AES est en train de faire son chemin. Et vous avez vu avec nous les images. Vous avez vu que l'AES n'est pas en train de faire les choses plusieurs annonces sont moitié. attendues dans une dynamique souverainiste. Absolument. La télévision de l'AES lancée. La télévision de l'AES lancée. Il y a des usines de production de matériel militaire qui sont même lancées au Mali et même précédemment au Burkina Faso. Donc la souveraineté dont on parle dans l'AES est en marche et ce n'est pas des mots, c'est aussi des actions. Et à travers justement cette deuxième conférence des chefs d'État de l'AES, eh bien, il y aura des annonces sérieuses. Justement, quelles sont vos attentes à vous en tant que justement communicant, journaliste et qui justement est aussi très intéressé par l'évolution de l'actualité dans cet espace? Mais nous attendons que l'espace soit mieux consolidé, juridiquement mieux assis, parce que n'oubliez pas que c'est un espace qui est encore jeune et qui fait face encore à beaucoup de menaces. Vous voyez ce cas précis, par exemple, dont on a parlé dans cette émission, cette farce-là, qui ne signifie rien du tout de la France, ça fait partie des politiques qui sont mises en place par l'ennemi pour pouvoir étouffer économiquement les pays de l'AES. Mais malgré ça, ce qui est intéressant ici, c'est que et les populations de l'AES et les dirigeants font ont compris les enjeux et avancent, non pas sans difficulté, mais avec assurance et aussi avec intelligence. Et donc, toutes les fois que l'ennemi va se dresser contre cette AES, ils verront sur leur chemin les populations et les dirigeants. Dans les initiatives communautaires de l'AES, un accent particulier est mis sur le narratif, d'où la mise en place d'une télévision de l'AES, d'une radio de l'AES, donc qui sera érigée du côté du Burkina Faso, le Mali qui accueille donc la télévision. Nous espérons que l'AES ira vers la mise en place également d'une agence de presse. Absolument, c'est une nécessité. Quelles sont vos appréciations justement de ces actions majeures? Mais vous savez, la souveraineté et la sortie de l'emprise de l'impérialisme nécessitent une décolonisation. Et ce n'est pas pour rien que la fréquence d'une radio internationale que vous connaissez au Burkina a été attribuée à la nouvelle radio de l'AES. C'est aussi un symbole, c'est fort dans la symbolique. Cela signifie que les pays de l'AES ont compris qu'on ne peut pas faire de la souveraineté sans décolonisation. Et cette décolonisation signifie de déconstruire le narratif des autres et de raconter l'histoire de notre propre point de vue selon notre expérience à nous. D'où la nécessité de faire ce média international qui effectivement est un média qui viendra parler au peuple, aux nations et au continent africain à travers les faits, les histoires et conscientiser le peuple et tout le continent. Cela viendra rivaliser avec les seuls narratifs qu'on a sur le terrain, sur les ondes, à travers les radios et les France et les télévisions des impérialistes. Donc la mise en place de ces médias-là, c'est un grand pas que je profite de votre plateau pour saluer. Et nous savons et nous espérons également que les populations vont se saisir de ces outils de communication pour avoir la bonne et la vraie information qui vient de l'AES et du continent. Il me plaît de rappeler sur ce plateau également que NIWOD s'est donc inscrit dans cette dynamique de justement de changement de narratif sur le continent africain, peu importe le pays. Nous sommes justement toujours fiers d'accompagner et pour rappeler aussi que depuis donc le week-end dernier, nos équipes sont en place à Bamako, justement une équipe conduite par Gilles Boko pour justement nous faire vivre ces moments forts dans l'AES, la deuxième conférence des chefs d'État de l'espace. Didier Nouredinalou, merci d'avoir accepté notre invitation dans l'invité de jour. C'est moi qui vous remercie. Un bonjour spécial à Gilles Boko qui est à Bamako en ce moment. Merci à vous également de nous avoir suivis.